Le film Nightcrawler, sorti en France en 2014 sous le titre Night Call, suit le parcours d'un jeune chômeur qui découvre une manière assez unique de gagner sa vie. Quand il apprend que les programmes d'information utilisent des images d'accidents dans leur reportage, il décide de s'armer d'une caméra et de parcourir les rues de Los Angeles la nuit afin de filmer des images qui pourront ensuite être revendues aux chaînes de télévision locales. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est qu'il contient plein d'excellentes scènes de négociation. La raison, c'est que la négociation, c'est un peu comme la vente. La plupart des gens supposent plus ou moins que c'est une compétence innée, soit vous l'avez pas. Mais tout comme une vente, une négociation suit certains principes, et si vous pouvez apprendre ces principes et les mettre en pratique, eh bien vous allez être plus efficace. Bien sûr, on est tous tôt ou tard amenés à négocier, que ce soit avec un employé, un fournisseur, un client ou un collègue. Le problème, c'est que pour la plupart d'entre nous, on ne s'est jamais vraiment formé aux techniques de négociation. Et du coup, si vous ne connaissez pas ces grands principes, vous allez facilement vous faire écraser par un négociateur plus expérimenté, que ce soit votre employeur, votre banquier ou votre client. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer les principes fondamentaux que vous devez absolument connaître avant d'entrer dans une négociation. Et le film Night Call est une très belle illustration de ces principes, probablement parce que le personnage principal, Lou Bloom, joué par Jake Gyllenhaal, les a étudiés. Where'd you get all that? I study a lot online. Yeah, like what? All sorts of things, actually. I'm on my computer all day. Beaucoup de ces principes sont expliqués dans le bouquin Getting to Yes qui a été publié pour la première fois en 1981 et qui est depuis devenu un des gros classiques de la négociation. Et commençons donc par voir ce qu'il ne faut pas faire. Au début du film, on voit Lou voler des matériaux sur un site de construction et il va ensuite essayer de les revendre à une entreprise qui recycle le métal. Give 50 cents a pound for the wire, 15 for the fence, and 10 for the covers. That's below market value, then. Market value? You know the cops came by asking about manhole covers? I'd like to counter at $1 a pound for the copper, 30 cents a pound for the fence, and 20 cents per for the covers. Sell them somewhere else. I feel good at 75, 25, and 15. I'm not negotiating with you. I think we're close. I'm done. Cette première négociation est un échec pour Lou. Alors que s'est-il passé? Le problème est que le rapport de force n'est pas en sa faveur. En effet, on peut supposer que Lou a désespérément besoin de cet argent. En revanche, l'acheteur n'a pas vraiment besoin de lui. La quantité de métal qui est proposée par Lou est probablement minime par rapport au volume qui est traité par cette entreprise. Et puis, le risque de se faire attraper par la police vaut à peine le bénéfice potentiel. Et Lou va reconnaître cet état de fait, il ne va pas s'entêter, c'est d'ailleurs une de ses grandes forces tout au long du film, et il va accepter le prix qu'on lui propose. I'm willing to take less to establish a business relationship. If that's your last best offer, then I guess I accept. Dans ce genre de situation, beaucoup d'entre nous se mettent en colère et crient à l'arnaque. Mais bien sûr, ça ne change rien aux rapports de force fondamentaux qui dirigent cette négociation. Si vous avez besoin de l'autre personne plus que lui n'a besoin de vous, vous avez beau taper du pied, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. C'est dans ces situations-là qu'il faut savoir séparer vos émotions personnelles et puis les faits concrets de la négociation, les rapports de force. On a donc notre technique numéro 1 qui est ne le prenez pas personnellement. Et justement, un des avantages de ne pas vous fâcher, de ne pas prendre les choses trop personnellement, c'est que vous allez pouvoir essayer différentes approches. Ici, après avoir échoué à négocier le prix, Lou va essayer de négocier un emploi. I'm looking for a job. In fact, I've made up my mind to find a career that I can learn and grow into. Who am I? I'm a hard worker. I set high goals, and I've been told that I'm persistent. Il va ensuite empiler les arguments en sa faveur. What I believe, sir, is that good things come to those who work their asses off, and that people such as yourself who reached the top of the mountain didn't just fall there. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. Did I say that I worked in a garage? So what do you say? I could start tomorrow, or even why not tonight? No. Ici, Lou commet une erreur classique parce qu'il va vanter les caractéristiques de son produit, en l'occurrence lui-même et sa propre force de travail, au lieu de se concentrer sur les besoins de son interlocuteur. Et il va aller jusqu'à proposer de travailler gratuitement. How about an internship then? A lot of young people are taking unpaid positions to get a foot in the door. That's something I'd be willing to do. I'm not hiring a fucking thief. Quelle aurait été une meilleure approche? Lou aurait pu commencer par poser des questions afin d'identifier quels sont les problèmes dans l'entreprise de ce monsieur et tenter de se positionner comme une solution à ces problèmes. C'est quelque chose d'assez facile à faire en réalité parce que les gens adorent se plaindre et si vous leur prêtez une oreille sympathique pour écouter leurs complaintes, ils vous raconteront quels sont leurs problèmes et qu'est-ce qu'ils essayent de changer dans leur vie. Par exemple, on voit que ce monsieur travaille au milieu de la nuit. On peut imaginer qu'il préférait être chez lui, au chaud, dans son lit. Alors pourquoi est-ce qu'il est là en pleine nuit? Peut-être qu'il n'a pas le choix. Peut-être qu'il ne fait confiance à personne d'autre pour négocier ce genre de contrat tout au long de la journée. Mais voici Lou qui arrive, un gars qui a prouvé qu'il n'avait pas peur de négocier, qu'il n'avait pas peur de travailler dur, et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas être, par exemple, un homme de confiance pour tenir la boutique pendant la nuit, permettant à son patron de se reposer tranquillement? Cette approche aurait-elle marché? Peut-être.
mais on n'a aucun moyen de le savoir parce qu'on n'a pas vu Lou poser les bonnes questions pour le déterminer. Et justement, la seule chose qu'il a démontré à ce patron-là, c'est qu'il n'était pas digne de confiance, ce qui est évidemment un mauvais départ. Mais je pense que la grande force de Lou tout au long du film, c'est sa capacité à apprendre et à s'adapter. Regardez attentivement sa réaction après avoir été rejeté et insulté dans la même phrase. I'm not hiring a fucking thief. Ce qu'on voit ici dans les yeux de Lou, c'est un éclair de compréhension. Il vient d'apprendre la technique numéro 2, identifier les motivations de votre interlocuteur. Et on va voir Lou mettre cette leçon-là en application juste un peu plus loin dans le film, quand elle va rencontrer son interlocuteur suivant. Cette fois, il s'agit de Nina, qui est la directrice d'information sur une des chaînes locales, et qui va être une cliente qui va acheter ses enregistrements vidéo. I want you to contact me when you have something. Something like this. That's right. Bloody. Well, that's only part of it. We like crime. I mean, not all crime. Carjacking in Compton, for example. That isn't news now, is it? Nina? We find our viewers are more interested in urban crime, creeping into the suburbs. What that means is a victim, or victims, preferably well off and white, injured at the hands of the poor or a minority. Cette conversation va faire toute la différence dans la carrière de Lou, puisque maintenant qu'il sait exactement ce que Nina désire recevoir, il va pouvoir faire le nécessaire pour lui donner. Mais avant de pouvoir faire usage de cette révélation, Lou va apprendre une autre règle. How much? I'm selling this particular piece for 1,000. Not even close. This late you have nowhere else to go. And the quality's for shit. I'll give you $250, that's the most I'll do. La phrase importante ici, c'est « à cette heure, tu ne peux aller nulle part ». Il est trop tard pour que Lou puisse aller vendre à une chaîne concurrente. Il doit donc accepter le prix qu'on lui propose. Et c'est là notre technique numéro 3, identifier les alternatives. Le livre Getting to Yes utilise le terme de BATNA pour Best Alternative to a Negotiated Agreement, ce qui pourrait se traduire en français par meilleure alternative à un accord négocié ou MAN. BATNA est le terme couramment utilisé quand vous êtes formé à la négociation. Il est donc utile de le connaître, mais dans cette vidéo, je vais essayer d'utiliser le minimum de jargon possible et je vais simplement utiliser le terme plus simple de alternative. La question qui est posée ici, c'est quels sont vos autres choix si vous ne pouvez pas trouver d'accord avec cette personne. Vos alternatives peuvent être une négociation avec une autre personne ou parfois tout simplement ne rien faire. Par exemple, imaginons que Lou ait reçu une proposition de vendre cette vidéo $300 à une autre station. Dans ce cas-là, son alternative serait $300 et il refuserait bien sûr de vendre la vidéo pour moins que ce prix-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En réalité, son alternative, c'est 0, puisque s'il refuse l'accord, non seulement il repart les mains vides, mais il ne peut aller voir personne d'autre puisqu'il est trop tard dans la nuit. Du côté de Nina, qui est directrice des programmes, l'alternative, si Lou refuse de vendre, c'est d'utiliser des images venant d'un autre pigiste. On voit donc qu'une nouvelle fois, le rapport de force n'est pas en la faveur de Lou. L'idée d'alternative est cruciale, car Lou va se rendre compte que les informations, bien sûr, se renouvellent chaque jour, et donc que chaque jour, la chaîne a besoin de s'alimenter en nouveaux programmes. Le besoin est énorme, d'autant plus qu'on ne peut pas garder de stock, la chaîne est obligée de tout diffuser le même jour, autrement ce n'est plus une news. Bref, l'idée est que si Lou peut mettre la main sur une exclusivité, quelque chose que personne d'autre ne peut apporter à la chaîne, de cette manière il pourrait créer une guerre d'enchères entre les différentes chaînes. Il peut dire, si vous n'acceptez pas mon prix, j'irai voir vos concurrents. Et si aucun autre pigiste n'a pu filmer le même événement, Nina est forcée d'accepter son prix, ou alors accepter qu'un de ses concurrents va diffuser une exclusivité très juteuse sur laquelle elle n'a aucune image. Et c'est là que les choses vont se compliquer. Car même si la plupart des négociateurs, même débutants, ont une idée plus ou moins précise de leurs alternatives, nous pensons très rarement aux alternatives de la personne qui se trouve de l'autre côté de la table. C'est dû à mon avis à deux choses. D'abord, nous avons une tendance humaine tout à fait naturelle à nous concentrer sur ce que nous voulons obtenir dans la négociation. Et parfois, nous ne pensons même pas à ce que l'autre personne cherche à obtenir. Mais bon, ça on en a parlé tout à l'heure avec l'autre scène de négociation, donc on va pas revenir dessus. L'idée c'est qu'il faut poser les bonnes questions pour déterminer les motivations de votre interlocuteur. Le point compliqué ici n'est pas celui-là. Le point compliqué, c'est qu'un négociateur qui sait un minimum ce qu'il fait ne va pas vous révéler ses alternatives. Si vous lui posez la question, il ne va pas vous répondre. Ou alors il va même essayer de vous bluffer. Et c'est là un des points les plus intéressants de toute négociation. Parce que vous allez essayer de déterminer les alternatives de votre interlocuteur, tout en essayant de ne pas divulguer les vôtres. Pour caricaturer, l'idée c'est que si l'autre personne connaît vos alternatives, elle vous proposera quelque chose qui est juste un petit peu mieux que
que ce que vous auriez pu trouver autre part. Et vous serez obligé de l'accepter puisque ça sera votre meilleure offre. Prenez par exemple la scène où Lou va recruter son tout premier employé. Il faut savoir qu'à ce stade, Lou a déjà vendu quelques vidéos à la chaîne, mais il débute juste. Il n'a pas beaucoup d'argent à dépenser et il n'a jamais eu d'employé. Mais voilà comment débute l'entretien d'embauche. The situation is that I lost an employee and I'm interviewing for a replacement. Okay, the ad didn't say what the job was. It's a fine opportunity for some lucky someone. Il vient de se passer deux choses. D'abord, Lou a purement et simplement bluffé en donnant l'impression qu'il a déjà eu des employés. Il y a donc des gens qui sont prêts à travailler pour lui. Il a, en d'autres termes, des alternatives. D'un autre côté, on apprend que Rick s'est pointé à cet entretien d'embauche sans même savoir quel était le job qui était proposé. Il est prêt à prendre n'importe quel emploi. I took 3 buses to get here. I finished high school. I need a job. I'll do pretty much anything. That's me. Hi, Rick. So. Rick est un très mauvais négociateur pour la simple raison qu'il révèle trop d'informations. Il révèle qu'il n'a pas d'alternative et qu'il est donc prêt à accepter n'importe quel accord. Cette erreur va se faire sentir au moment de négocier son salaire. And what does it pay? It's an internship. Man, I can't do that. I need money. I'm giving you a chance to explore career options and gain insight into my organization. It's not at all unusual for me to make full-time job offers to my interns. No, I know. I gotta get paid like something at least, you know? I'll give you $30 cash per night. Okay. Okay. Thank you. Il aurait été beaucoup plus judicieux pour Rick de rester vague sur ses opportunités alternatives, ce qui lui aurait permis de garder quelques cartes en main au moment de négocier le salaire. Mais ça, c'est le cas de figure d'un interlocuteur qui est totalement expérimenté et qui ne sait pas comment contrôler l'information en négociation. Mais que se passe-t-il si vous parlez à quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que Rick, qui sait ce qu'il fait, et donc qui ne vous révèle pas volontairement ses alternatives? Dans ce cas-là, vous allez devoir être beaucoup plus stratégique. Et il y a justement une excellente scène dans Night Call qui illustre exactement ce principe-là. Mais j'en parlerai dans ma prochaine vidéo, qui arrivera dans exactement une semaine. Si vous ne voulez pas manquer ce prochain épisode qui conclura la série sur Night Call, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche qui vous permet d'être notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Bien sûr, si vous faites partie des fidèles qui me suivent chaque semaine, vous savez déjà quoi faire. Laissez-moi un like et puis un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si vous avez un ami qui pourrait bénéficier de ce type de technique de négociation, partagez-lui la vidéo. Ça permet à la chaîne de continuer à grossir et ça me permet à moi de continuer à pouvoir investir toujours plus de temps dans ce type de contenu un peu différent.